Conférencier, formateur, leader et manager, si vous deviez tomber la casquette professionnelle pour vous présenter, que diriez-vous? Qui est Rouyon Daboulou-Baki? Ruyonda Blubaki, c'est un homme de 45 ans d'origine congolaise, né à Kinshasa, vivant en France, est né d'une famille de 8 enfants, dont 5 mères différentes, fils de Ndabou Azola Honoré et de Nambou Lutona Dio Marie-José. Je suis époux et père de 5 enfants. Je suis un homme engagé pour des causes qui touchent à la jeunesse, à la famille et au couple. Merci pour ces éléments de réponse. Et maintenant, nous souhaitons poursuivre notre échange de ce jour avec la question suivante, qui est dédiée à votre parcours et à vos activités. S'il fallait les présenter brièvement, notamment à l'attention des personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Pour mon parcours et mes activités, je dirais, j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles catholiques. Et après avoir obtenu mon bac en 1998, j'ai fait 3 ans d'économie et finance à l'université chrétienne Cardinal Malula à Kinshasa. Et j'arrive en France en 2001 pour poursuivre mes études à l'université de Tours, plus précisément à la faculté d'économie. Mais très vite, je me suis aperçu que l'économie, c'était pas vraiment fait pour moi et je me suis réorienté donc en administration économique et sociale. Et après avoir obtenu mon DUG en 2005, je me suis spécialisé en licence d'administration, gestion sanitaire et sociale que j'obtiens en 2007-2008. Bien sûr, il y a eu de redoublement et tout ça, donc c'est ce qui fait cette, euh, cette longueur. Et en parallèle à ma licence, j'ai passé un titre professionnel de technicien supérieur en transport et logistique. Donc c'est un diplôme de niveau Bac+2, parce que je voulais absolument arrêter mes études pour pouvoir travailler. J'en avais un peu marre de toutes ces années de redoublement. Par contre, cela n'a pas duré longtemps. Et donc j'ai dû finalement me résoudre à aller poursuivre mes études universitaires. Donc je me suis donc inscrit en master santé publique dans une spécialité intitulée économie et gestion des structures sanitaires et sociales, car j'aspirais devenir directeur d'établissements médico-sociaux. Et après l'obtention de mon master en 2010, je me suis heurté à la complexité administrative imposée par les lois de l'immigration choisie. Pour ceux qui connaissent un peu cette période-là, c'est Claude Guéant qui était ministre de l'Intérieur. Et donc, je n'ai pas pu trouver d'emploi qui correspondait à mon projet professionnel. Donc, c'est alors que j'ai eu l'opportunité d'enseigner les sciences médico-sociales dans un lycée privé dès février 2011 en tant qu'enseignant contractuel. Très vite, j'ai pris goût au métier et je me suis découvert une passion pour le métier d'enseignant. Et j'ai donc décidé de passer mon concours de professeur certifié en 2012-2013 pour être titularisé dans l'enseignement. Et depuis ce temps, j'enseigne également à l'Université de Tours en tant que chargé de cours vacataire en master santé publique. Et par ailleurs, je suis également expert métier pour les validations d'acquis d'expérience pour un organisme public de formation continue. Et dans mes activités, je suis entrepreneur social, donc cofondateur de 2 associations que je dirige. Cité des refuges qui œuvre pour la construction et la reconstruction de l'humain par un accompagnement global. Et Kundilanyota qui œuvre pour la promotion de la transformation par l'information, l'éducation et la formation. Merci pour ces éléments de réponse et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Comment est-ce que vous vous définissez? En fait, ça n'a rien à voir avec la première préoccupation, hein.
Il s'agit plutôt ici d'essayer de vous faire, de mettre en lumière vos centres d'intérêt. Alors, mes centres d'intérêt, je me définis comme un passionné de l'encouragement et de la motivation et un catalyseur dans la construction et la reconstruction des parcours de vie. Le leadership transformationnel, c'est aussi un domaine qui m'intéresse. Et l'éducation et la formation des jeunes, les couples et la famille, et l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. C'est parce que je crois que chaque individu est une étoile destinée à briller dans différentes sphères de la société ou domaines de vie. Et chaque individu est doté d'un talent lui permettant d'accomplir pleinement sa mission de vie et d'être utile à la société. Par contre, pour y parvenir, on a tous besoin à un moment ou à un autre d'un catalyseur et ou un accompagnateur qui nous aidera à réaliser cela, ce qui permettra de libérer pleinement son potentiel afin de briller dans notre domaine. Donc, je me positionne donc comme ce catalyseur, cet accompagnateur. C'est là que se résume ma mission de vie. En tout cas, c'est comme ça que je la définis. Encore une fois, merci Rouillon. Et maintenant, euh, vie privée, vie professionnelle, quel lien établissez-vous entre les deux? Je dirais qu'il existe une interdépendance entre vie privée et vie professionnelle. Donc il y a l'une qui influe sur l'autre et vice-versa. Certes, il faut faire la part des choses, mais le déséquilibre entre les deux va fragiliser le bien-être émotionnel, comme le soulignent plusieurs recherches des spécialistes en la matière. Au cours des 5 dernières années, pour diverses raisons au rang desquelles figure l'impact socio-économique de la pandémie et le contexte actuel marqué par les crises multiformes, l'équilibre vie privée, vie professionnelle est devenu l'une des préoccupations majeures des personnes actives. Quel est votre point de vue à ce sujet? En fait, on a voulu un peu approfondir la question précédente. Mon point de vue, je dirais même qu'au-delà de toute autre considération, si l'on va au fond des choses, c'est une question logique de bien-être et d'équilibre de tout individu. Bon, en effet, la vie privée et la vie professionnelle font partie des déterminants sociaux de la santé. Par ailleurs, euh, cette santé est définie par l'OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. De ces faits, nous voyons que l'équilibre entre les différentes sphères de notre vie est un élément primordial pour notre santé globale. D'autant plus que pour naviguer entre les deux sphères, nous ne changeons pas d'identité. Il est donc tout à fait normal que les personnes qui recherchent leur bien-être se préoccupent de l'équilibre harmonieux entre vie privée et vie professionnelle, notamment au vu du contexte rude socio-économique que vous évoquez. Euh, Merci encore, Rouillon, et toujours dans la même lancée. Si dans certains pays d'Europe, la prise en compte de cette tendance, c'est-à-dire de la tendance qui vise à équilibrer, à trouver un équilibre entre la vie professionnelle d'une part et la vie privée d'autre part, euh, comme on est en train de le dire, dans certains pays d'Europe, la prise en compte de cette tendance a abouti à la prolongation de la durée du congé paternel, par exemple. En revanche, dans des pays d'Afrique, la nécessité de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle peine encore malheureusement à être intégrée, notamment par les employeurs et les salariés. Qu'en pensez-vous? Comme je l'ai dit précédemment, je considère cette question comme un enjeu de santé publique. Je pense qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la santé, de garantir la santé au sens de complet bien-être physique, mental et social de la population. Bon, cela inclut bien évidemment les travailleurs. Et donc, en élaborant des politiques sociales et des politiques sanitaires qui prennent en compte cette dimension, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut justement garantir cette santé.
Bon, maintenant, il faut considérer les contextes qui sont différents et les faits que nos sociétés ne sont pas les mêmes sur différents points, notamment culturels, économiques et sociaux. Et nous savons que toute transformation profonde demande une acculturation et donc du temps. Et vous savez que toutes les luttes sociales se sont obtenues au bout d'une démarche qui a demandé un processus. Donc il faut bien évidemment suivre le processus. Étant donné que nous avons évoqué le contexte actuel marqué par les incertitudes, si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent trois actualités socio-économiques des 3 derniers mois qui vous ont marqué, ce seraient lesquelles et pourquoi? Les trois actualités socio-économiques, les 3 derniers mois, premièrement, je dirais la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu au Qatar, parce que l'engouement suscité par cet événement montre encore à quel point un sport tel que le football est capable de rassembler des peuples de pays différents, des langues différentes et d'histoires différentes. En ce qui concerne les équipes africaines, j'ai vu les enfants d'Afrique, jeunes et plus âgés, être fiers de leur continent. Et quand on voit les exploits du Maroc qui s'est hissé jusqu'en demi-finale, il y a de quoi être fier d'être africain. Je crois vraiment que le peuple africain est capable de faire tomber les barrières des frontières, des langues et des religions pour travailler en bonne intelligence pour le développement du continent. La deuxième actualité, je dirais, c'est ce rapport publié en janvier 2023 qui dit que l'Afrique a connu un ralentissement en 2022 dû à l'inflation. Et cette inflation qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé depuis 10 ans, selon la Banque africaine de développement. D'une part, on sait que les causes de cette inflation sont entre autres les changements climatiques, la persistance des risques liés à la pandémie et la guerre en Ukraine. D'autre part, nous savons bien que l'Afrique dispose des atouts importants pour inverser la tendance, telle que sa démographie galopante, avec une population majoritairement jeune, les ressources naturelles essentielles pour assurer la transition énergétique, comme le lithium et le cobalt, dont la RDC est l'un des premiers producteurs dans le monde, mais la RDC qui est aussi l'une des régions la plus riche en biodiversité. Nous voyons bien que l'Afrique dispose également d'une faune et une flore riches, pouvant permettre le développement du tourisme et d'autres activités économiques. Donc pour moi, c'est une occasion pour les leaders afro-descendants de former la jeunesse aux vraies valeurs de leadership, de contribuer à la formation et à l'émergence d'une génération de jeunes leaders qui veulent qui veulent œuvrer à la transformation du continent. C'est d'ailleurs une des missions que nous assurons via notre association Kundi La Nyota. Et par le biais de cette association, nous participons activement à certaines initiatives de la diaspora africaine, telles que les universités de décembre, le LIDEC en sigle, initié par, par Ferry Nguela, qui est d'origine camerounaise. Et nous étions à la première édition à Douala en décembre 2021, nous étions également à Kinshasa en août 2022, et en, en décembre 2022, nous avons participé activement aussi à la promotion de cet événement, de cette initiative qui s'est déroulée cette fois-ci à Yaoundé. Et la troisième actualité, je dirais, concerne les inégalités salariales. Donc, je parle du cas de la France. Et l'écart entre hommes et femmes continue de se réduire dans le secteur privé. Donc, même si des inégalités subsistent encore, je suis persuadé que c'est déjà une avancée dans la lutte contre les discriminations et les injustices liées au sexe. Ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Également, si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent une short liste d'éléments qui vous servent de boussole pour équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, ce seraient lesquels d'après vous? Alors, si je devais établir une shortlist d'éléments qui me servent de boussole pour équilibrer vie privée et vie professionnelle, je dirais premièrement l'intentionnalité, qui est la première loi de croissance selon John Maxwell. Et pour moi, la préservation du bien-être familial est primordiale dans
tous mes choix personnels et professionnels. Et le deuxième élément, ça serait la cohérence. Euh, S'investir essentiellement à ce qui a du sens pour moi et ou qui s'inscrit dans ma mission de vie. C'est comme cela que je fonctionne. Troisième élément, c'est la croissance personnelle. Et il est vrai que la majorité des personnes veulent changer le monde en oubliant que la première personne à changer, c'est elle-même. Donc pour moi, investir pour ma croissance personnelle n'a pas de prix. Et dernier élément, je dirais, c'est conviction, foi et détermination. Euh, pour ma part, je ne me fixe pas de limite lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des projets qui me tiennent à cœur. Seul le ciel est ma limite. Je ne m'arrête pas non plus au discours de découragement et je ferme mes oreilles et j'avance. Et enfin, si vous parlez-nous du baobab, enfin, autrement dit, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept baobab, c'est-à-dire le café des parents développé par vous et Jocelyne Tematio? S'il fallait dire un mot à ce sujet, que diriez-vous? Pour parler des Baobab Café des parents, qui est porté par Kundi Lanyota, dont une des associations que, nous, que je dirige, nous avons constaté que l'échec scolaire était beaucoup plus marqué chez les familles des classes défavorisées, donc les, les illettrés, là où en fait les parents sont illettrés, situation de précarité ou de pauvreté. Et en France, on remarque aussi le même phénomène chez des parents, auprès des enfants dont les parents sont issus en fait de l'immigration. Donc l'idée ici est de créer un espace où parents et professionnels de l'éducation viennent pour échanger et discuter librement sur les sujets qui tournent autour de la scolarité des jeunes, donc les enfants et les adolescents. Comment ça fonctionne? Donc, nous organisons des rencontres en visio ou en présentiel, donc des rencontres qui sont soit mensuelles, soit trimestrielles ou semestrielles, sous forme d'ateliers interactifs sur différentes thématiques qui touchent à la scolarité des enfants. Et nous proposons également, en lien avec nos différents partenaires, nous proposons des formations et d'autres événements qui correspondent aux besoins des familles et de leurs enfants. Les objectifs étant d'éclairer les parents sur les écueils à éviter lors de l'orientation de leurs enfants, les sensibiliser sur l'importance du choix dans la construction du projet professionnel et l'insertion socio-professionnelle de leurs enfants. Et également les outiller afin d'être des acteurs clés dans l'accompagnement et la réussite scolaire de leurs enfants. Donc, si je dois conclure ce moment, je conclurai par une citation de Martin Luther King que j'aime bien, qui reflète un peu finalement ma façon de fonctionner, la façon dont j'interagis avec les gens que j'accompagne, les gens que j'ai l'occasion de rencontrer, avec qui j'échange. Euh, Cette citation dit ceci: si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Voilà, si je peux conclure, c'est par ces citations-là. Merci, merci à vous.